Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin malgré encore une fois ce match nul frustrant de l'Olympique de Marseille contre le Shakhtar Donetsk. C'était à Hambourg, pas à Donetsk évidemment pour des raisons géopolitiques. L'Olympique de Marseille qui n'a pas réussi à remporter encore une fois ce match alors que cette victoire lui tendait les bras. Quant à la 89e minute, 90e presque, Iliman Ndiaye a marqué ce deuxième but, mais ce n'était pas suffisant visiblement puisque Eguinaldo a égalisé de la tête. Bonjour à tous, ce matin on va essayer d'analyser un petit peu cette défaite de l'Olympique de Marseille, enfin cette défaite non, ce match nul de l'Olympique de Marseille, mais qu'on ressent un petit peu comme une défaite puisqu'on croyait vraiment à cette victoire. Très heureux, très heureux, je suis content quand même d'animer et d'être avec vous ce matin, voilà pourquoi je dis très heureux, mais évidemment on est tous un peu abattus ce matin comme d'habitude. Les semaines se suivent et se ressemblent un petit peu. Voilà, vous êtes déjà bien connectés ce matin, donc on va pouvoir commencer par cette lapsus révélateur de Slim, exactement. Ouais, c'est pas une défaite, mais c'est bien un match nul. Et ceci dit, on a encore envie hein, pour aller chercher la qualification. On en avait parlé en plus ensemble dans l'OM au café. Moi, j'avais dit, c'était une question de Saona, il me semble, Saona 13, qui me posait la question, est-ce que tu signes pour un match nul? Je signais avant le match pour un match nul. Après, quand tu mènes 2-1 à la 90e, c'est sûr que tu as l'impression d'avoir perdu le match parce que voilà, tu devais le gagner, même si le match hier n'était pas forcément de bonne facture. L'OM n'a pas montré un visage ni d'amélioration dans le jeu, donc là aussi ça va poser question. Le meilleur moment de la soirée, c'était le pétage de plomb de Sébastien Volpe. C'est vrai qu'il nous a fait rire après match parce que il a sorti des belles, mais voilà, c'est la passion qui a parlé. Le dépit également de cette égalisation à la fin. Donc ouais, c'est vrai que c'était marrant, mais bon, on aurait préféré une autre réaction. Naotech qui dit Slim, salut Slim, le chat noir. Ouais, visiblement, c'est vrai que Idriss a commencé à annoncer ça hier, que j'étais peut-être le chat noir depuis que j'étais arrivé au Phocéen. Ben, peut-être. Alors peut-être que la solution, c'est de m'enlever du Phocéen. Et si c'est ça, ben, je partirai avec plaisir si ça permet à l'Olympique de Marseille de gagner à nouveau, si c'est juste ça, si c'est moi le problème. Mais en fait, c'est ça, si on commence à se dire que c'est moi le chat noir qu'on trouve c'est que la saison, elle est vraiment pas réussie. Si on commence à essayer de trouver des fautifs comme ça un petit peu à droite, à gauche, c'est que la saison n'est pas forcément réussie. Voilà un message de Lauriade qui est assez intéressant. Gattuso n'est plus l'homme de la situation. Est-ce qu'il l'a déjà été? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, moi, il y a sa réaction hier qui est assez alarmante. Moi, je trouve, je l'ai senti quand même. Je l'ai quand même senti résigné en fait après ce match-là. Lui-même n'a plus de solution. Alors, je vais vous lire hein, sa réaction, je l'ai noté, réaction de Gattuso. Une de ses réactions, en tout cas, c'est dur à accepter, surtout que si techniquement il y avait un souci, mais ça n'est pas le cas. C'est pour ça que c'est dur et que je suis amer ce soir. Ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème de jeu. C'est toujours le même problème qui se produit. Et il dit plus loin, je n'ai pas la clé pour résoudre la situation. Alors quand il dit c'est pas un problème de jeu, je suis désolé, mais c'est quand même un problème de jeu hier sur le match. Alors bien sûr, le scénario fait qu'on est frustré et qu'on se dit on aurait dû gagner parce qu'il y a cette égalisation à la fin. Mais je suis désolé, si tu es au-dessus de ton équipe, si ton équipe marche correctement, tu dois remporter ce match haut la main parce qu'en face, on n'a pas non plus une équipe flamboyante du Shakhtar Donetsk qui a fait ce qu'elle fait depuis le début de sa saison, qui est une équipe honnête, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, qui avait plus joué depuis 2 mois, donc qui était aussi à court physiquement, d'où leur deuxième période un peu en dedans. Mais sinon, la première période, là, je me la suis refaite ce matin, mais c'était une horreur, honnêtement, cette première période de l'Olympique de Marseille. Donc quand on dit c'est pas un problème de jeu, si, parce que si on jouait correctement,
on aurait remporté ce match plutôt tranquillement. Donc, bien sûr que c'est un problème de jeu. Et je pense que là, dans ces déclarations-là, on voit qu'il n'a pas de solution. Finalement, il n'a plus de ressort sur lequel appuyer. Et donc, il est complètement à l'ouest maintenant dans ses conférences de presse aussi. Donc, pour moi, oui, c'est un problème de jeu. Il ne peut pas nous dire que c'est pas un problème technique quand je vois des contrôles ratés, des contrôles faciles ratés, des passes ratées. Alors, il y a peut-être un manque de confiance dans cette équipe-là, dû aux résultats, du fait des résultats récents, mais à un moment donné, j'ai l'impression, là tu dis lien supprimé, tiens, il y a Charlie Goyer qui dit lien supprimé, l'impression que ce coach a juste envie de se faire virer. Slim, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup, j'ai discuté ce matin avec beaucoup de supporters de l'OM qui me disaient un petit peu la même chose, qu'il avait un peu le même ressenti. Moi je disais, je ne sais pas si c'est forcément une envie de se faire virer, mais c'est plus, voilà, il rend les armes un petit peu, mais pas sans forcément vouloir se faire virer, mais il montre aussi qu'il a plus, de solutions. Et tactiquement, il est tellement à court d'idées, où il n'arrive pas, en tout cas, à transmettre ce qu'il veut mettre en place, que voilà, même la chance, il ne l'a pas ce soir, hier soir, et même un peu de chance, il ne l'a pas. Donc, je l'ai senti vraiment résigné. Je ne sais pas dans quel état de forme, état de confiance on va se présenter aussi à Brest. Mais si on fait encore une contre-performance, ça va commencer à chauffer aussi, parce que on se rappelle, après la réunion, les supporters avaient aussi annoncé vouloir une réaction contre Metz. Une réaction qui n'a pas eu lieu forcément, même si la première période, les 30 premières minutes, n'était pas forcément si mauvaise que ça, mais si on veut vraiment trouver du bon. Mais voilà, au final, il y a eu un match nul 1-1, donc le résultat n'y était pas. Là, contre le Shakhtar Donetsk, le résultat, le jeu n'y était pas. Pour preuve aussi, à la fin, cette cassure un peu entre les supporters et les joueurs, c'est que les joueurs ont voulu, c'est d'après les propos de Bastien Cordoleani qui avait fait le déplacement, ont voulu donner leur maillot aux supporters, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, maillot refusé par les supporters. Donc là aussi, on sent qu'il y a une cassure entre les supporters et les joueurs. Et quand ça se goupille vraiment comme ça, c'est jamais bon signe. Donc voilà. Slim, par pitié, ne dites pas avant le match de Brest que c'est le match de la saison. Non, on va pas te dire ça. De toute façon, c'est pas. Là, comme je vous l'ai dit, moi, les dernières fois dans le MO Café, je vais prendre les matchs les uns après les autres. On va les analyser. Là, et on va voir ce qui n'a pas été. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Mais moi, c'est vraiment le pressing d'abord en première période qui m'a dérangé. Je trouve que ça a été vraiment mal fait. Mais voilà, non, le match de Brest, c'est pas le match de la saison. C'est un match important parce qu'il faut aussi gagner des points si tu as envie d'accrocher une Coupe d'Europe en fin de saison. Mais c'est un match important, mais tous les matchs là vont l'être de toute façon jusqu'à la fin de saison si tu veux pas sombrer. BubuOM qui dit comment vous pouvez défendre un coach qui s'obstine avec son 4-3-3 qui est médiocre. Nous avons des joueurs pour jouer en 3-5-2 et lui continue à nous foutre une tactique qui est absolument catastrophique par rapport aux joueurs qu'on a. Ouais, mais tu sais, même en vrai, honnêtement, en 3-5-2, je suis même pas sûr qu'on aurait fait mieux parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à créer, voilà, il n'y a pas d'animation en fait, il n'y a pas d'animation collective, je l'avais déjà dit, il n'y a pas d'animation offensive non plus. Alors là où on était plutôt bon en 3-5-2, c'était notre animation défensive, où je trouvais qu'on avait cette assise défensive-là. Mais après, pour aller gagner des matchs, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. C'est pour ça, hier, dans le talk, j'ai commencé à lancer en avant-match. Est-ce que c'est vraiment un problème de système ? Je pense que c'est plus un problème d'idée de jeu. Clairement, que ce soit en 3-5-2, en 4-3-3, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça change grand-chose. Donc... non, je pense qu'il voilà, il y a un discours qui ne passe pas et voilà. J'ai du mal à voir là aujourd'hui comment on pourrait redresser la barre. Alors c'est vrai que j'étais beaucoup positif cette année dans mes émissions et c'était pas un rôle que je me donnais parce que je croyais vraiment en la capacité de nos joueurs à relever
et à refaire surface dans cette saison-là. Mais plus les matchs passent et plus le constat est implacable. Et je vois aussi, j'ai des yeux, je connais un petit peu aussi le foot et je vois pas d'amélioration dans le jeu de notre équipe, que ce soit en 3-5-2 ou en 4-3-3, honnêtement. Ouais, non, mais voilà, enfin, le 5-3-2, c'est pour les peureux, les gars. Il faut jouer en 1-1-8 comme des vrais bonhommes. On va gagner 8-5 tous les matchs, c'est bien connu. Non, mais en plus, le 5-3-2, c'est pas forcément un système, je sais que tu charries, mais c'est pas forcément un système frileux, hein. Tu peux l'utiliser et avoir la main mise sur une rencontre si tu l'utilises bien. Donc ça, c'est un faux débat, je trouve, de dire que c'est un système ultra défensif et qu'on va forcément attendre. Je pense que, là encore une fois, Gattuso, dans sa conférence de presse, s'est trompé. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que hier, en tout cas, il a un peu rendu les armes. Il est résigné parce qu'il n'a pas de solution. Comme je dis, tactiquement, je trouve qu'il est trop léger. Ou en tout cas, son discours, il n'arrive pas à le transmettre à ses joueurs. Et là, ça devient problématique et il sent qu'il n'a aucun ressort sur lequel s'appuyer aujourd'hui. Il a essayé de travailler sur le mental, tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Et voilà, après, je ne sais pas, virer Gattuso, je ne sais pas si c'est la solution. Je ne suis pas sûr que si on prend, par exemple, une solution à Bardonado, ça soit forcément mieux pour nous permettre d'aller chercher quelque chose cette saison-là. Donc moi, j'étais plutôt de l'avis d'anticiper un petit peu ce qu'avait proposé Romain Canuti, mais d'anticiper sur la saison prochaine, de vraiment essayer de recruter un entraîneur dès maintenant, de se positionner sur un entraîneur dès maintenant, mais en vue de la saison prochaine et terminer cette saison avec Gattuso, tant bien que mal, essayer d'accrocher au moins une Coupe d'Europe. Et vraiment préparer l'année prochaine. Voilà, je pense que là, cette saison-là, de toute façon, est ratée. Ça va être dur d'aller accrocher le podium. Aujourd'hui, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois même plus du tout. Mais après, comme je le dis et je le répète, des fois, le football nous réserve son lot de surprises. Et j'espère qu'on va l'accrocher. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu comme Gattuso, un peu résigné. J'ai l'infime espoir d'un petit parcours, mais je ne vois pas aller au bout en Europa League, mais d'un petit parcours qui nous permettrait un peu de nous tenir en haleine dans cette saison-là, pour vivre un petit peu des moments et des émotions. Mais voilà, je pense qu'il faut anticiper la saison prochaine. Oui, non, mais quand je dis le podium, en plus, moi, c'est vrai que je dis le podium, mais je pense je disais les 4 premières places. Mais de toute façon, même les 4 premières places, j'y crois plus. Mais voilà, je pense qu'il non, il faut anticiper. Moi, j'ai un rêve pour un coach de l'OM. Je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de Franck Hez, Will Steele, Fonseca. Encore une fois, moi, c'est des noms qui me... Franck Hez, j'aimerais bien. Après, les autres, c'est des bons entraîneurs, mais je sais pas. Mais moi, il y a vraiment un entraîneur qui me plairait. J'en ai déjà parlé, ça fait quelques semaines maintenant. C'est Sergio Conceição. Ça, si j'ai vraiment un rêve et un souhait à émettre au président Longoria, tiens, s'il nous écoute, s'il nous regarde, de se mettre sur Sergio Conceição, alors ça aura sûrement un prix, ça va être compliqué d'aller le chercher, mais il est vraiment en instance de départ au FC Porto. Il y aura certainement des cadres européens qui vont se mettre dessus, puisqu'il a très bien travaillé depuis 7 ans là, qu'il est à Porto. Il a fait de très belles choses, il a remporté des trophées, je crois 3 trophées, 3 championnats, 3 championnats portugais. Donc, mais c'est vraiment un entraîneur qui peut... on parle beaucoup de compatibilité avec l'Olympique de Marseille. Sergio Conceição coche toutes les cases. Finalement, c'est quelqu'un qui va amener de la discipline à l'OM. Il l'avait fait à Nantes. En plus, je suis bien placé pour en parler, mais il l'avait fait à Nantes. Quand il est arrivé au FC Nantes, il a instauré vraiment cette discipline-là. C'est un entraîneur qui sait aussi s'adapter. C'est un entraîneur qui aime aussi exercer une grosse pression sur ses adversaires. Donc c'est vraiment... il aime aussi jouer au foot. Il a une belle vision du foot. Donc c'est vraiment un entraîneur qui pourrait vraiment... cocher toutes les cases à l'Olympique de Marseille. Moi, si je dois le résumer, c'est intensité, physique et discipline. Voilà les 3 mots-clés moi,
qui me plaisent chez Conceição. Et je pense qu'il est capable à l'Olympique de Marseille de faire quelque chose d'intéressant s'il est accompagné. Je pense qu'en plus, les supporters seraient enclins à l'accompagner parce que c'est un profil, c'est une idée de jeu qui va plaire aux supporters aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut travailler là-dessus. Ce serait mon rêve d'avoir cet entraîneur-là. Je sais que beaucoup parlent d'autres profils, mais moi, si j'ai vraiment un rêve, c'est Sergio Conceição. Donc, Pablo Longoria, si tu nous entends, Sergio Conceição à tout prix. Voilà pour mon petit vœu de fin d'année. Ouais, voilà, non, mais je pense qu'il faut commencer à anticiper, mais voilà, c'était le petit point sur Gattuso qui nous a forcément déçus. Là, je vois Dragan Pixi qui nous parle d'autre chose, qui nous parle d'Harit. Salut Slim, Harit ne subit-il pas le contre-coup physique dû à sa blessure et milieu relayeur est-il un poste adapté à ses qualités selon toi? Moi, je le préfère un peu plus haut. Alors, juste je réponds à Romancier, il n'est pas libre Sergio Conceição, non, mais il devrait quitter le FC Porto. Voilà tout simplement sur Conceição, mais je vais revenir sur la question d'Harit. Sur Harit, c'est vrai que moi, ma première, une de mes volontés lors de ce mercato d'hiver, c'était d'avoir un milieu offensif qui était capable de venir concurrencer Amin Harit, parce que j'avais dit, moi c'est un joueur que j'aime bien, Amin Harit dans l'idée, mais c'est un joueur qui n'est pas forcément toujours bon, et c'est un joueur aussi qui va avoir besoin de concurrence. Malheureusement, on n'a pas fait venir ce profil-là, et on voit que ça nous manque, parce qu'hier, quand dans ce match-là, Amin Harit n'est pas bon, finalement, tu te dis que tu n'as personne à faire rentrer à sa place. Alors, tu avais Iliman Ndiaye, mais ce n'est pas vraiment le même profil. Surtout que là, il jouait, comme tu dis, dans un milieu un peu plus... il jouait un peu plus bas, au milieu de terrain, donc dans un rôle de milieu relayeur. Donc, tu ne pouvais pas faire rentrer Ndiaye, à moins de changer un petit peu le système. Mais voilà, je trouve il nous manque dans cet effectif-là un concurrent à lui. Parce que, voilà, Amin Harit aussi, comme tu le dis si bien, il a aussi le contre-coup de sa grosse blessure. Alors, on en a beaucoup parlé, mais moi, j'ai envie d'insister sur ça aussi, parce qu'il a quand même subi une énorme blessure. Et parfois, tu ne retrouves jamais ton niveau. Moi, je me rappelle d'Amin Harit en Ligue des Champions l'année dernière, même avant qu'il se blesse. C'était quand même un joueur d'un tout autre calibre que ce qu'on voit cette saison-là. Même les meilleurs matchs d'Amin Harit cette saison, on n'a jamais retrouvé cette faculté-là qu'il avait de se retourner rapidement, sa vivacité, l'intensité qu'il pouvait mettre. Je pense qu'il essaye de faire de son mieux, mais il lui manque cette vivacité, cette intensité-là qu'il mettait l'année dernière. Et cette année, je trouve moyen et en dessous de son niveau. Mais je pense que ça s'explique par sa blessure. Alors, est-ce qu'il retrouvera un jour son niveau qui était le sien avant? Je ne sais pas, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont jamais retrouvé leur niveau après une blessure. J'ai en tête Fernando Torres, c'était un joueur différent après sa blessure. Avant et après sa blessure, c'était deux joueurs différents, même s'il a continué à faire une belle carrière, mais c'était plus le même joueur. Donc voilà, il y a certains joueurs des fois qui ne retrouvent pas leur niveau. Et c'est pour ça aussi, c'est en ce sens-là que moi je voulais un remplaçant à ce joueur-là. Ouais, Lopsy, je suis pas d'accord avec toi. Tu dis qu'il était bof avant sa blessure. Je t'invite à te refaire les matchs de la saison dernière avant qu'il se blesse. C'était un des meilleurs sur le terrain, offensivement, honnêtement. Voilà. Après, peut-être, voilà, chacun a sa propre affinité avec le jeu et peut-être c'est un profil qui te plaît moins. Mais c'était indéniable. Enfin, on ne peut pas dire que il était mauvais l'année dernière. Voilà, moi c'est mon avis en tout cas sur Amin Harit. Mais sur cette saison-là, je ne le trouve pas forcément très, très bon. Et alors que c'est sur lui un peu que repose le jeu offensif, puisque c'est lui qui doit faire ce lien-là avec le milieu et l'attaque. Et il ne le fait pas toujours bien. Il joue pas toujours juste non plus dans le bon tempo. Donc, ouais, c'est compliqué aussi C'est compliqué d'être bon offensivement quand tu as
uniquement Harit, et quand tu as ce Harit-là, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, sa saison est à l'image de son équipe. Il ne fera pas la différence tout seul pour Hugo. Salut Steph BZH qui nous dit Harit n'a jamais été un très bon joueur, largement en dessous de Payet pour ce poste si important. Ouais, mais pourtant, la saison dernière, il est meilleur que Dimitri Payet. Moi, je veux bien, hein, mais si on pense au Payet qui était extraordinaire, bien sûr, mais le Payet de la saison dernière, c'était en dessous d'Amin Harit, quoi qu'on en dise. Après, je sais que c'est un joueur qui fait pas l'unanimité au sein des supporters de l'OM et sur le chat, mais je suis convaincu de ce que je dis, et je sais que les matchs, on les voyait l'année dernière. Moi, je le trouvais très bon avant qu'il se blesse, et depuis qu'il est revenu de blessure, je trouve que c'est pas le même joueur, et je pense qu'il n'a pas retrouvé son vrai niveau. Ouais, mais Payet, il le faisait pas jouer l'année dernière parce qu'il y avait des raisons aussi. Il y avait des raisons. Huskli, je sais que voilà, Payet, c'est devenu depuis qu'il est parti, j'ai l'impression que Payet aurait résolu tous nos maux cette saison-là. Enfin, faut arrêter à un moment donné avec Dimitri Payet. Ça a été un super joueur, mais l'année dernière, il n'était pas capable de jouer sous Igor Tudor. Il était incapable d'avoir l'intensité, de mettre de l'intensité. Donc voilà, c'est un joueur qui va nous manquer parce que dans l'idée de Dimitri Payet, c'était un grand talent. Il avait beaucoup de talent. Mais aujourd'hui, le Payet d'aujourd'hui, moi, me manque pas, honnêtement. Sur cette saison-là, je suis pas sûr qu'avec Payet, on aurait fait mieux cette saison. Ça, c'est pas une certitude. Salut Slim, ne comprends-tu pas l'état d'esprit d'Aubameyang qui se casse la tête offensivement pour se faire rejoindre 2 fois au bout de 2 minutes? Ouais, non, bah après, c'est normal qu'il soit déçu après le match. Moi, ça, sa conférence de presse d'après-match et sa zone mixte m'ont pas choqué. Voilà, il dit certaines choses qui sont réels, mais est-ce que lui aussi sur les derniers matchs, il se bougeait tant que ça? Je veux dire, c'est facile aussi de venir devant la presse quand tu viens de marquer un but et faire une passe décisive, mais quand il fait des matchs fantomatiques où on ne le voit pas, on ne le voit pas non plus se présenter dans la presse et essayer de bouger ses partenaires. Donc ouais, même lui hier, il fait plutôt un bon match dans le sens où il est décisif, mais c'est pareil, c'est un peu le symbole de toute notre saison. Dans le jeu de l'équipe, il apporte pas grand-chose. Alors je sais que c'est un joueur qui plaît à certains, et c'est indéniable parce qu'il est décisif. Mais honnêtement, dans le jeu, il apporte rien presque dans le jeu de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc moi, je suis aussi déçu de son rendement cette saison. Alors beaucoup vont me parler de stats d'Aubameyang, mais c'est une réalité. Il a marqué, mais voilà, moi je trouve que dans l'utilisation du ballon, dans le jeu de l'équipe, c'est pas forcément notre meilleur atout non plus. Ouais, c'est sûr que Namouga dit sans Aubameyang, sans lui, on serait au fond du trou. Peut-être qu'avec un autre attaquant, on serait aussi mieux que lui. Tu vois, je peux te dire pareil. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, sa saison me satisfait pas pleinement à Aubameyang. Alors, je suis content. Hier, il marque et il fait une action décisive, mais dans l'ensemble, sa saison, elle sera décevante de toute façon. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, Charlie Goyard, rien à voir avec la façon dont Sanchez, même si Sanchez avait beaucoup moins de stats,
son utilité dans le jeu était beaucoup plus importante. Son apport dans le jeu de l'équipe était beaucoup plus important ici et également. Je veux dire, c'est tellement dur à dire parce que les gens vont me parler, beaucoup de personnes qui vont vouloir défendre Aubameyang vont dire ouais mais il marque les buts et c'est ce qu'il faut, faire. Oui, il faut marquer les buts, ça c'est indéniable, mais Alexis Sanchez sur le terrain c'était autre chose. Quand tu étais en difficulté, tu pouvais t'appuyer sur lui, tu lui donnais les ballons, il te permettait à ton bloc de remonter, il participait au jeu, il était hyper important dans l'animation collective, dans le pressing également, dans l'exemplarité, dans le professionnalisme aussi au quotidien. Tout ça aussi, ça joue son rôle. Donc pour moi, voilà, Alexis Sanchez, même si il aura marqué moins de buts qu'Aubameyang, pour moi, il aura été plus utile que Pierre-Emerick Aubameyang si on compare les deux. Donc voilà. Non, c'est sûr, Calibre, ça je suis d'accord. Après, le souci aussi, c'est qu'il n'y a personne autour d'Aubameyang, parce que là, je fais une fixette sur Aubameyang, mais si on avait aussi des joueurs autour de lui qui étaient au niveau, on serait peut-être plus satisfait d'Aubameyang, parce qu'il a toujours été dans ce registre. Je te rejoins là-dessus, hein. Partout il est passé, ça n'a jamais été lui qui prend le jeu à son compte. Mais lui, c'est le finisseur. Ça, c'est vrai aussi. C'est très juste ce que tu dis, Calibre 10X. Et c'est vrai qu'aussi, ça pose question sur le rendement de certains joueurs. Amin Harit, en premier lieu, même si c'est un joueur dans l'idée j'aime bien, sa saison n'est pas assez bonne pour permettre à des attaquants comme Aubameyang de briller complètement. NDI, pareil, il déçoit, même si je crois en lui, vous le savez, mais il déçoit énormément. On a, après Correa, j'en parle même pas. Ismail Assar, pareil, décevant. Donc là aussi, il est pas non plus aidé. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est pas le responsable de la saison. Ça, loin de moi l'idée de dire ça. Mais toujours est-il qu'il fait pas, pour moi, il fait pas non plus une très bonne saison dans le jeu collectif de l'OM. Il n'a pas forcément une grande utilité, mais comme tu le dis, il n'est pas aidé par ce qu'il y a autour. Ouais, peut-être, hein, Steph BZH, c'est vrai que Aubame aurait été très bon dans une équipe dominante, mais c'est peut-être ça justement le souci de ce profil-là, d'être allé chercher Pierre-Emerick Aubameyang, en pensant peut-être qu'il allait prendre le lead de cette attaque-là, qu'il allait avoir le même rôle qu'Alexis Sanchez, parce qu'il venait pour remplacer Alexis Sanchez. Si on avait eu les deux, moi j'aurais été content. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas gardé les deux. Mais c'est vrai que si on a pris Aubameyang dans l'idée de se dire qu'il allait prendre le même rôle et qu'il allait avoir le même rôle que Sanchez, entre guillemets, là, on s'est trompé, parce que c'est pas ce type de joueur-là. Alors, peut-être qu'il aurait fallu lui amener des joueurs capables de le mettre sur orbite, et c'est là tout le souci de notre recrutement estival. Ouais, c'est vrai aussi, c'est exactement ça, c'est vrai, c'est Marcelino qui a validé le profil d'Aubameyang au lieu de Sanchez, ça c'est une réalité. Mais bon, rien n'empêche aussi le président de l'OM de prendre aussi ses responsabilités. Après, je comprends, voilà, il y a un entraîneur, on lui fait confiance, il a ses idées de jeu, son plan de jeu. Il a voulu le satisfaire, mais ça a été une erreur, voilà, tout simplement. Ouais, hier, voilà, je sais qu'on va en reparler. Là, il est 11h30, mais Albo Marseille, les deux changements de la 90e minute hier nous coûtent très cher. Oui, après, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il a fait rentrer Correa à ce moment-là du match, mais je suis pas sûr que ce soit ces changements-là qui ont fait que Quentin Merlin se retrouve en 2 contre 1. Au moment de l'égalisation. Là, Harit doit venir suppléer Quentin Merlin.
et il est en retard, encore une fois, Amin Harit sur cette occasion. Après, Gigot se fait battre dans le duel, mais c'est difficile parce que Guinaldo arrive lancé aussi, donc il place un beau coup de tête. Mais voilà, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment les changements qu'on fait qu'on a pris ce but-là. Je pense qu'il y a eu un problème de toute façon sur le côté gauche de la défense marseillaise, parce qu'en me refaisant un petit peu ce matin la première période, mais on voit quand même Quentin Merlin était quand même très seul à chaque fois sur le côté gauche. Moi j'ai été étonné qu'on fasse pas de changement sur ce côté-là, alors que on voyait qu'on était quand même en difficulté. Et le but de l'égalisation et Guinaldo vient de ce côté-là également. Donc voilà, même si je trouve qu'il a fait plutôt un bon match, hein, je suis pas en train de critiquer le match de Quentin Merlin. Hein. Je trouve que son apport offensif a été bon. Même défensivement, il a sauvé quelques coups, mais il n'était pas aidé en plus à chaque fois parce qu'il défendait sur 2 joueurs à chaque fois. Donc là aussi, sur le côté gauche, il n'a pas forcément été aidé. Alors c'était Aubameyang qui était ailier gauche, donc c'est sûr qu'on ne lui connaît pas des grandes qualités de repli défensif. Mais il y avait aussi Harit au milieu de terrain qui ne faisait pas suffisamment son rôle. Donc ouais, non, mais Poco, moi aussi j'ai bien aimé Quentin Merlin, honnêtement. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le match de Quentin Merlin. Mais je disais justement qu'il n'a pas été aidé sur son côté. Et au final, le problème n'a jamais été résolu parce que on se prend le but à la 90e et c'est pas en faisant rentrer Correa que ça va changer grand-chose. Non, il fallait insister sur ce côté-là, régler quelque chose tactiquement. Et c'est là encore une fois où le manque de Gattuso, il n'a pas su régler ce problème-là. Honnêtement, je vous invite à revoir le match, mais il y a vraiment eu un souci sur ce côté gauche-là de l'Olympique de Marseille. Donc voilà. Max Tis, selon toi, tu vois l'OM finir à quelle place en Ligue 1? Franchement, là, c'est impossible à dire. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est très très dur à dire parce que ça n'avance pas non plus énormément. Nos concurrents, là, on voit Rennes qui vient de se prendre une claque par le Milan AC, qui va devoir rejouer ce week-end. Là, il y a un Lyon-Nice ce soir. Je sais pas. J'ai envie d'espérer encore une remontada au plus profond de moi, mais si on arrive à accrocher au moins une Coupe d'Europe, ce serait déjà bien. Mais aujourd'hui, te faire un prono, là, je suis en incapacité. Je pourrais pas te dire, parce qu'on est capable de remonter, on sait pas, au foot ça va tellement vite, là si tu arrives à battre Brest, à enchaîner après contre Montpellier, tu te replaces, tu as pris 6 points, si ça se trouve tu te replaces bien, mais aujourd'hui on va, comme je l'ai dit, on va analyser match après match, ce sera à nouveau moi lundi pour débriefer le match contre Brest, donc on prendra le temps de l'analyser. Là voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce matin sur le débrief de ce match. De toute façon, il y aura encore le talk de ce soir. Donc en plus, ce sera Seb à la présentation. Donc il aura aussi son mot à dire et il aura sûrement des choses à dire sur ce match-là. Il y aura du beau monde. Il y aura Romain Canuti également qui sera là pour l'analyser à nouveau. Donc voilà, prenez rendez-vous ce soir à 18h. On sera également à suivre la conférence de presse demain avant le match contre Brest. Donc là, il y aura aussi des questions à poser à Gattuso. Voir si aussi il a repris un petit peu du poil de la bête parce qu'il semblait résigné hier. Et puis ce match contre Brest, on sera encore là. 4 heures du direct. On sera heureux d'être là à chaque fois. Et puis peut-être déçu encore une fois à la fin du match. Les mines un peu déconfites à chaque fois. Mais en tout cas, on est quand même heureux personnellement, je suis heureux de vivre cette année avec vous. J'aimerais bien sûr que l'Olympique de Marseille gagne, mais je prends plaisir quand même toujours à avoir ces débats-là. On n'est pas toujours d'accord. Amin Harit, vous voyez, j'ai mon avis. Aubameyang, j'ai mon avis, vous avez votre avis. Mais c'est toujours intéressant de vous lire. Comme je le dis tout le temps, j'ai pas la science infuse. C'est pas parce que je suis journaliste que j'ai forcément raison. Donc chacun a son avis et a le mérite de l'avoir. Voilà sur le petit mot de la fin. On a fait un bon petit OM au café
ce matin. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous donc à 18 h pour le talk ce soir. Prenez soin de vous, essayez d'oublier un petit peu l'Olympique de Marseille jusqu'à 18 h. Et puis restez connectés quand même un petit peu sur le Phocéen pour toute l'actualité sur l'Olympique de Marseille. Bon appétit à tous. Ciao, ciao.